Notre librairie Las Mil Una Hojas, parrainée par la librairie de Karine Henry comme un roman et par Daniel Pénac, est heureuse de vous faire découvrir, grâce à nos échanges culturels, des auteurs contemporains, français ou traduits en français. Aujourd'hui, dans le cadre de la francophonie, c'est un honneur et un bonheur de recevoir Henri De Luca. Ces livres, traduits en français par Daniel Valin, ont suscité un très vif intérêt en France, où son roman Montevideo a reçu le prix féminin en 2002. Nous tenons à remercier tout particulièrement l'Université 13 de Febrero avec Maria Negroni et le consulat italien, grâce auquel Henri De Luca est présent parmi nous ce soir. Nous témoignons aussi toute notre gratitude à Elisabeth Devrien, professeure du français au lycée Jean-Mermoz. À travers sa passion et son enthousiasme pour la littérature, elle a accepté avec joie d'animer ce soir cet entretien avec Henri De Luca. Bonsoir Henri De Luca. Donc c'est vrai que c'est un plaisir pour nous tous de vous recevoir ce soir. Alors je voulais vous demander dans un premier temps et tout simplement, puisque Naples est omniprésente dans vos livres, de nous parler de cette ville que vous décrivez comme grouillante, comme un miroir de ce XXe siècle où la misère et les difficultés sont là. Et par Naples, qui sert de toile de fond à vos livres, on retrouve l'histoire avec un grand H. Alors, vous avez parlé le napolitain avec votre mère, vous avez appris l'italien, et vous vivez dans la campagne romaine, mais qu'est-ce que Naples éveille en vous, votre ville natale? Napoli était une ville qui était imaginée par les Grecs, fondée par les Grecs. C'est une ville qui a été imaginée tout d'abord comme une ville hasardeuse. Pas parce qu'elle est pleine de joueurs d'hasard, au loto et à la roulette, mais parce qu'ils vivent sur un sol sismique et sous un volcan catastrophique. Et donc c'est une ville qui a développé un système nerveux qui dépend de la incertitude et de la précarité de la résidence. Dans tout moment, on peut être bouleversé par le terrain et par le feu. Et c'est pour ça que Naples s'est doté d'un saint protecteur, le Saint Janvier, qui est spécialisé dans l'éruption. C'est un saint volcanique. Quand il y avait une éruption, le peuple napolitain, au lieu de s'enfuir du côté opposé, allait se battre contre l'éruption en amenant devant lui la statue de Saint-Janvier. Et donc, avec ce système de défense, l'éruption s'arrêtait. C'est passé comme ça. Donc Saint-Janvier, c'était un saint qui est volcanique. Il y a eu un moment où le Saint-Janvier était destitué, il avait perdu ses fonctions. C'était le moment où les Français sont venus à Naples. C'était le 1799. Alors ils sont venus à Naples, mais ils n'ont pas trouvé de la résistance militaire parce que le roi et l'armée s'étaient partis avant de rencontrer les Français. Et chez nous, c'est très normal donc, que les rois et les armées s'en foutent. C'est une tradition de l'histoire de notre histoire, nous sommes très fiers de ça. Nous avons un roi qui préfère pas rencontrer les ennemis et une armée qui est pacifiste.
quand il se trouve en infériorité numérique, elle est pacifiste. Alors seul le peuple napolitain avait fait un peu de résistance contre l'entrée de l'armée française, qui quand même a réussi à entrer avec l'aide des jacobins locaux. Et devait se produire le miracle de Saint-Janvier, le sang qui devait s'écouler régulièrement, parce que le pauvre Saint-Janvier est forcé de produire le miracle à l'heure prédite tous les années. Et donc, le peuple napolitain s'attendait à une réponse politique de Saint-Janvier. Si le miracle ne se produisait pas, il y avait ça veut dire qu'il était contraire à la présence des Français. Et donc, le miracle ne se produisait pas. Alors, le général français, qui s'appelait Championnet, venait de menacer le cardinal. Il disait, s'il ne se produit pas le miracle, je te coupe la tête. Les Français étaient spécialisés dans cet accourcissement de la figure. Et donc Saint-Janvier s'était préoccupé de la santé du cardinal, et donc le sang s'est régulièrement écoulé. Après, les Français sont partis, ils étaient de passage, et sont revenus les Bourbons, et la première chose qu'ils ont fait, ont destitué Saint-Janvier, parce qu'il était collaborationniste. Ils ont mis à sa place San Francesco di Paola, c'est un saint de la Calabria. Mais pendant le royaume de San Francesco di Paola, la régence de San Francesco di Paola, s'est produit une autre éruption. Alors le peuple napolitain a pris le statut de San Francesco di Paola pour aller contre l'éruption, contre la lave qui avançait. Mais la lave n'a pas reconnu le sang, le bon sang. Et alors il a englouti le sang avec toute la statue. Dans cette circonstance tragique, le peuple napolitain allait rechercher la statue de Saint-Janvier qui était dans une cave. Ils ont repris Saint-Janvier, ils sont partis contre la lave qui s'est effectivement renfermée, s'est arrêtée là. Et donc, de ce moment-là, Saint-Janvier est resté le saint officiel encore en permanence. Mais ça, c'est un épisode qui explique à moi comme le sentiment religieux du peuple napolitain ne provient pas du ciel, mais provient du sous-sol. C'est un sentiment religieux géologique, plutôt que théologique. Et j'ai ce sentiment je partage ce sentiment, ce système nerveux des Napolitains, qui, d'un point de vue musical, on peut l'imaginer comme ça. Si on imagine le système nerveux comme une espèce d'instrument à cordes, donc alors le système nerveux napolitain est accordé une octave plus en haut de tous les autres instruments autour de nous en Italie. Et donc j'ai ce sentiment de tension nerveuse napolitaine, et en plus j'ai reçu une éducation sentimentale napolitaine. Pas une éducation sentimentale de celle que d'aller bras dessus avec une jeune fille. Non, je parle d'autres espèces de sentiments qui font une éducation sentimentale, et sont les sentiments de la compassion, de la colère et de la honte. Ce sont des sentiments fondateurs pour moi d'une personnalité, d'un caractère personnel. Et donc ces sentiments sont formés à Naples. Donc je suis entièrement napolitain. En plus c'est ma langue maternelle, le napolitain. Et donc je suis à l'intrus ici dans cette semaine de la francophonie, parce que je reste napolétanophonie. Oui, mais vous savez que vos livres ont été traduits, et même vous avez reçu le prix féminin pour Montedio, et que la France a reconnu très vite la qualité de votre écriture. Et en particulier a apprécié donc ces souvenirs, parce que vous parlez de Naples, mais Naples est l'endroit où vivent des jeunes narrateurs, en général anonymes, oui, où ils passent de l'enfance à l'adolescence. J'ai bien aimé rajouter un 0, 10 ans,
Hein, c'est le moment où on quitte l'enfance. Et d'ailleurs, ces jeunes vont travailler, et ils travaillent donc, que ce soit chez un menuisier, Montedio, ils se frottent à la vie et à la réalité, on est d'accord. Et j'ai presque l'impression que l'âge adulte arrive plus tôt à Naples. Bon, de nos jours, les jeunes ont étiré l'adolescence, la préadolescence de 6 ans jusqu'à 30 ans. J'ai l'impression que peut-être les circonstances historiques, les difficultés de la vie, ou vos souvenirs marquants entre 10 et 13 ans, c'est ça qui fait que la personnalité de vos personnes se forme. Il y a métamorphose du corps, métamorphose de l'esprit. Si, j'ai connu un pays où l'enfance était très précaire, avec la plus haute mortalité infantile d'Europe. Et ceux qui passaient cette sélection naturelle allaient travailler tout de suite. Ils commençaient à travailler à 5 ans. Donc c'était à l'école, il y avait très peu de pauvres qui pouvaient aller. Une famille qui avait 5 fils, un peut-être pouvait aller à l'école. Les autres, il fallait que se débrouiller dans les métiers. Donc j'ai un sentiment, j'ai connu que l'enfance était un champ de bataille. Quand je lisais les histoires, on prenait les histoires de l'Ancien Testament, des jeunes, des bébés en Égypte qui étaient noyés parce que le pharaon était préoccupé de la démographie insurgente de ce peuple d'esclaves qui était là, ou bien quand on égorgeait les nés autour de Bethléem dans le Nouveau Testament. Donc l'enfance était un sujet, était sous l'humeur des adultes. Et on le voyait ça dans cette ville. C'était pas une ville pour des enfants. J'ai eu la chance d'avoir 3 mois par an de distance de cette ville. J'étais déposé sur une île très proche à Naples, et là, sur cette île, se produisait le contraire de ce qui se produisait dans la ville. C'était la liberté, la possibilité de regarder très loin, de mettre à feu à l'infini la distance. C'était un peu de sauvagerie parce qu'on on se déchaussait tout de suite à l'arrivée de l'île et on se remettait les chaussures à la fin des 3 mois. C'était comme se remettre dans des menottes pour revenir dans la ville. C'était la liberté à l'état pur. Donc j'ai eu une information au sujet de l'enfance. Il fallait aussi, on avait aussi une enfance heureuse, une enfance libre, une enfance sauvage. Il faut bien qu'une enfance soit libérée à l'air pur et laisser se débrouiller avec les forces élémentaires de la nature. Et la mer, les poissons, les pêcheurs. Les poissons, c'était le sujet de mon premier récit. J'avais 11 ans, j'ai écrit un récit sur les poissons, sur un poisson. Parce que j'étais fâché contre les fables et les comptines de Phèdre.
parce que Phèdre prenait les animaux et les réduisait à des manifestations humaines. Il fallait les transformer, c'était un asservissement de la figure libre de l'animal pour prendre la forme d'un caractère humain. Ça ne me plaisait pas. Je n'étais pas encore les mots pour expliquer mon opposition, mais ça ne me plaisait pas. Alors j'ai écrit une histoire sur un animal. À Naples, il y avait, comme faune, il n'y avait que des poissons et des rats et des pigeons. Donc ce n'était pas des animaux intéressants pour moi. Mais sur l'île, j'ai commencé à prendre la vie des poissons, en les pêchant, en prenant leur habitude. Et alors j'ai commencé à écrire, j'ai écrit une petite histoire d'un poisson qui n'avait jamais vu un être humain et qui ne voulait démontrer rien. Il était content il entendait parler des êtres humains, mais il n'avait jamais vu, il n'était pas intéressé à la rencontre. Et donc les poissons ont été les premiers animaux que j'ai approché, que j'ai essayé de comprendre. Je suis resté un enthousiaste du royaume animal. Je vois à la télévision les documentaires du National Geographic parce que ça me plaît, la vie des animaux. Et j'écris aussi une histoire à propos de quelques d'animaux. C'est une histoire en montagne qui s'appelle Le poids du papillon et qui regarde une relation entre un homme ancien, un vieux chasseur et un vieux chamois. Et c'est une histoire de confrontation entre des âges proches à l'extinction. Et je trouve que les animaux ont une présence, ont une attitude, une capacité de se confronter à la mort beaucoup plus simple que celle des hommes. Parce que les animaux savent toujours ce qui se passe dans le temps présent. Les animaux sont très concentrés sur le présent. Ils savent toujours comment agir dans le présent. Ils ne sont jamais surpris par le présent. Toute leur attention est coincée dans le présent. Ils ne sont pas détournés en pensant au passé ou au futur. Ils sont très coincés dans le présent. C'est le contraire de nous. Nous sommes très attentifs au passé et très préoccupés par le futur. Et donc, dans le présent, on trébuche toujours. On trébuche toujours, souvent on dit, mais on pouvait se comporter mieux dans ce moment-là, on a toujours le sentiment d'être un peu en retard sur ce qu'il fallait faire. Aucun animal a ce sentiment. L'animal sait toujours qu'est-ce qu'il doit faire dans le moment présent. Et donc c'est une histoire sur la différence entre l'animal et l'homme face aux urgences du présent. Et avec un papillon blanc, justement, symbole, le papillon. Et le poids du papillon, c'est comme une espèce de goutte qui comble le verre. C'est pas la goutte qui le fait de boucher le verre. C'est la goutte avant, la goutte qui remplit. La goutte qui remplit le verre avant de le faire verser, avant de le renverser. Et c'est le moment de cette goutte a le poids d'un papillon. Voilà. Dans Montedio, vous évoquez l'enfance d'un jeune garçon qui va travailler, oui, qui passe le cap solennel donc des 10 ans, et dans les poissons aussi, vous évoquez aussi l'enfance. Alors,
je pense que ces souvenirs vous reviennent, que ce sont des souvenirs que vous avez envie de nous raconter. Et on y retrouve l'innocence, l'insouciance, et comme ces narrateurs sont anonymes, est-ce qu'ils vous ressemblent? Oui, c'est vrai, il s'agit de mémoire. Précisément de coups de mémoire, parce que je suis quelqu'un qui oublie tout. Et donc, je ne peux pas commander à ma mémoire de me rendre quelques détails du passé. C'est la mémoire qui parfois m'offre quelques petits signes autour duquel je peux reconstruire un moment du passé qui est émouvant pour moi. Et la seule manière pour faire durer ce moment de souvenir, c'est de l'écrire. Et en écrivant, j'ai l'avantage de ne pas inventer. Je ne dois pas inventer le personnage, parce que je parle de personne. Je ne dois pas inventer le plot, l'histoire, les aventures d'une histoire, parce qu'elles sont déjà produites. Donc je suis quelqu'un plutôt qu'un auteur de cette histoire, je suis un rédacteur de cette histoire. Un rédacteur qui rédige de l'intérieur et pas de la distance de l'écrivain, qui est à l'extérieur de l'histoire et raconte l'histoire des autres. Je raconte l'histoire à l'intérieur. Et le narrateur, le moi narrateur de cette histoire est quelqu'un qui voit dans son petit angle de vue. Il n'a pas une vision panoramique sur l'ensemble. Et l'ensemble est souvent une histoire majeure, comme vous dites d'abord, l'histoire avec l'âge majeur. Le XXe siècle était une histoire où avec l'âge majeur, où a écrasé les petites vies mineures, les petites histoires mineures, en arrachant des gens de leur pays, en les enfermant dans les prisons, en séparant les maris des femmes et les pères des fils. C'était un siècle écrasant sur le vie mineure. Et donc je raconte des histoires qui composent une petite résistance contre l'histoire majeure. Dès que je parle aussi souvent de Naples, ces histoires d'enfants ne peuvent pas rentrer pour moi dans la vision d'un roman de formation, parce qu'il s'agit de Naples. Alors ce sont des histoires comme des romans de résistance à la déformation. La formation, c'est comme si on veut faire produire un arbre, non? On fait grandir un arbre, on fait les coupures nécessaires, on le fait monter en eau. Et ça, c'est une formation. Par contre, là, il s'agit toujours d'une histoire de buisson qui essaie de ne se pas faire arracher du sol. Et donc, c'est plutôt le format buisson, et donc de résistance contre les déformations et les déracinements, plutôt que la formation, que c'est une chose plus raisonnable et qui a un projet à l'intérieur. Il n'y a aucune formation. Il y a une résistance contre les déformations de l'histoire majeure. J'aimerais aussi vous parler des femmes. Je trouve que dans vos livres, il y a beaucoup de femmes, des femmes au nom biblique en général, et des jeunes femmes, 13 ans, et des femmes qui souvent prennent l'initiative. Alors bon, c'est vrai qu'à cet âge-là, il y a une différence de maturité entre les filles et les garçons. Et comme vous nous montrez, si vous voulez, cette métamorphose des corps et l'inégalité, le corps grandit, la tête non, etc. C'est tout un mouvement, hein, c'est une métamorphose, ce passage de la science à l'âge adulte. Mais les femmes, je dirais, vous avez aimé le mot maintenir, prendre la main, et c'est souvent elles qui prennent la main
et qui entraîne les hommes. Alors, quel est le rôle de ces femmes dans votre vie? Et j'ai toujours eu un sentiment d'infériorité face à la... Pas face aux femmes, mais à la femme, une à la fois. Une à la fois. Je ne peux pas employer le pluriel pour les femmes. Et donc, j'ai toujours un sentiment d'infériorité et de pouvoir jamais être suffisant à une femme. C'est pour ça que je n'ai jamais eu j'avais jamais éprouvé de la jalousie par une femme. Parce que je savais que je ne pouvais pas lui suffire. Et donc c'était normal que se produisaient des divertissements à l'extérieur. Ce format couple très provisoire. Du reste, j'ai demandé 2 fois à des femmes différentes de m'épouser. Ils ont dit non. Et elles n'étaient pas contraires aux noces. Non, ils étaient favorables aux noces. C'était à épouser à moi qui était contraire. Après, ils se sont épousés, on a fait des fils. C'était... Donc, mais après poser des questions comme ça, j'ai préféré ne pas insister. Et donc, ce sentiment d'infériorité, je l'ai finalement reconnu dans l'histoire biblique. Parce que dans l'histoire biblique, on lit tout de suite, quand la divinité s'occupe de produire la couple humaine, d'abord il produit la dame avec la poussière du sol. Adama en hébreu ça veut dire le sol. Adam est un morceau de sol. Avec l'ajout du souffle de la divinité. Mais quand et le verbe employé en ancien hébreu, c'est le verbe de faire. Il le fait. Faire la dame. Mais quand c'est le moment d'extraire de la dame la femme, alors le verbe de l'ancien hébreu est dit « et il bâtit ». Il n'extrait pas la femme telle qu'elle, déjà faite, prête. Mais il fait un acte de construction. Et c'est le dernier acte de construction de la création. C'est la perfection, c'est son dernier acte de création, et donc c'est la perfection du créé. C'est écrit comme ça là. Et quand vous lisez dans votre traduction que la divinité a condamné la femme à accoucher avec douleur, c'est faux. C'est faux. C'est pas douleur, le mot hébreu. Le mot correspondant, c'est le mot effort, fatigue. Et c'est pas une condamnation, mais c'est une constatation. Parce que le fait s'est produit qu'ils ont, la femme a organisé a touché le fruit de la connaissance, il l'a donné à la dame, et la réaction physique décrite par l'écriture dit qu'ils ont laissé s'ouvrir les yeux. Donc c'était une augmentation de la sensibilité, de la perception. Ce n'était pas un aveuglement, c'était exactement le contraire. Et en plus, ils se retrouvent nus. Et aucune espèce animale sait d'être nue. Donc, dans ce moment-là, la transformation physique produite par la connaissance est une transformation qui rend différente cette espèce de toutes les autres espèces animales. Et alors la divinité fait une constatation, dit tu n'auras plus la possibilité d'accoucher aisément comme font les animaux, parce que tu t'es transformé dans un autre corps, et donc tu auras de la fatigue et de l'effort pour la conception et pour l'accouchement. Et tout de suite il dit à la divinité, à Adam, il dit maudite est la terre.
Ça, c'est pas être une condamnation à la terre qui n'a rien à voir dans cette affaire. Il dit une autre constatation, il dit que la dame ne sera pas satisfaite du produit naturel que la terre lui offre. Il exploitera la terre. Il s'efforcera d'extraire de la terre du produit, exploitera la terre avec son suaire et la terre sera maudite par l'exploitement de la dame. Ce sont des constatations. Mais ça, ce n'est pas une interprétation à moi. C'est exactement la signification de ce mot hébreu, que Etzef, que les traducteurs connaissent très bien comment doit être traduit. Parce que dans des autres passages de l'Ancien Testament, ils traduisent Etzef avec effort et fatigue. Mais là, ils inventent une condamnation de la divinité contre le corps féminin. Une fausse falsification, donc une trahison du sens qui a fait un peu de dégâts dans les derniers milliers d'années. Parce qu'elle a donné de la culpabilité définitive au corps féminin dans notre tradition religieuse. Donc j'ai trouvé, ça pour dire que j'ai trouvé dans l'ancienne écriture la raison pour laquelle j'ai ce sentiment d'infériorité. Bien. Alors, je vous disais que nous avions un peu des parcours un peu communs parce que ma mère m'a initiée à la lecture. C'est une grande lectrice, elle est âgée, elle a 88 ans, mais elle lit toujours beaucoup. Elle se réunit régulièrement pour parler de livres qu'elle analyse. Et j'ai l'impression que dans votre vie, votre père vous a légué cet amour de la lecture et des livres. Parce que, bon, dans un livre, vous parlez de votre chambre qui était une bibliothèque. Oui. Ensuite, lorsque vous accompagnez votre père à la fin, vous dites, et ça c'est magnifique, le legs donc de ce père, c'est en effet Si on était le livre. oui, Les livres et voilà, les livres ont un caractère héréditaire et je crois te l'avoir transmis. Tu ne les aimes pas comme moi, tu es exigeant. Ça, tu cherches en eux les pages qui restent gravées dans la mémoire, épinglées comme des papillons. Mais ne me dis pas que les autres, les oubliés, ne sont pas à lire. Bien des choses sont balayées par le hasard. Ce qui reste n'est justement que ceci. Un reste qui ne prouve et ne remplace rien de ce qui a été perdu. Tu aimes les pages absolues, les nécessaires, à l'abri des goûts. Mais les livres, c'est nous. Des gens qui tombent malades, s'effilochent, jaunissent et qu'on oublie. Ils sont à l'image de notre vie. Aime aussi un peu les livres de ton époque. Aime un peu tes années qui sont celles qui passent et non celles qui te restent. Alors j'avais envie de vous poser un petit peu cette question. Je ne sais pas si vous lisez la littérature contemporaine. Vous savez très bien que depuis ces 15 dernières années, vous êtes considéré comme le plus grand écrivain italien du XXIe siècle. Est-ce que, bon, dans la littérature contemporaine, il y a beaucoup d'oralité. Oui, on traite mal la syntaxe, on utilise des registres parfois peu, enfin, je sais pas vraiment plaisants. Est-ce que vous lisez des livres de nos contemporains? Non. Je préfère des livres un peu plus lointains, un peu plus loin dans l'espace et dans le temps. Parce que ce sont des lieux que je ne connais pas.
Par contre, le langage moderne, je l'écoute tous les jours. Je n'ai pas besoin de le rechercher dans un livre. Mais j'aime trouver des langages, des histoires qui viennent d'autres pays, de notre époque. C'est pour ça que... Mais je dois à mon père le livre. Mais mon premier livre m'est venu de ma mère. Parce que j'ai eu une fièvre d'enfance. Elle m'a lu mon premier livre. Je l'ai écouté. En napolitain? Non, elle l'a lu en italien, c'était les Trois Mousquetaires. Et qu'ils étaient 4. Après, j'ai compris tout de suite que les écrivains ne sont pas bons à faire avec la mathématique. Et comme ça, à travers la fièvre, j'ai absorbé mon premier livre. Après, je vivais dans un endroit plein de livres de mon père, et donc c'était de la tapisserie très cordiale, parce que c'était aussi une matière, ils avaient un bon isolement acoustique. Napoli était très bruyante, il criait partout autour de moi, il y avait des cris partout. Mais là, dans la chambre des livres, il y avait comme un isolement qui me permettait de n'écouter pas. Donc quand je voulais m'isoler, c'était là l'endroit parfait. Avant même de savoir lire les pages, j'aimais la matière, le papier. J'aurais été désolé si au lieu de cette bibliothèque, j'aurais eu des boucles électroniques. Ils ne pourraient pas me défendre du bruit autour de moi, le livre électronique. Par contre, heureusement, il y avait cette grande épaisseur sur les parois. Et après, c'était des livres de mon père, donc ce n'était pas des livres pour l'enfant. Je commençais à connaître le monde des adultes et à pratiquer une démolition intérieure du monde des adultes. Dès qu'ils avouaient leurs faiblesses, leurs trahisons dans les livres, alors j'ai commencé à regarder différemment le monde des adultes et à les processer. Il y avait toujours un procès judiciaire que je faisais contre les adultes. Donc moi-même, sans me dire même pas un mot, j'étais très gentil dans mon enfance. Mais toute cette polémique contre le monde des adultes s'était formée grâce à la lecture. Bien, d'ailleurs, vous écrivez de votre narrateur, il était mécanicien de l'appareil adulte, il savait le démonter et le remonter. Oui. Et je trouve aussi que vous avez accordé, dans votre vie et dans votre trajectoire, vous parlez très très bien des métiers d'artisan. C'est vrai que dans artisan il y a art, mais on retrouve ce cordonnier merveilleux dans Monte di Dio, le monde de Dieu, celui qui voulait rejoindre le monde de Dieu à Jérusalem, cet homme d'une générosité, cet homme qui réparait les chaussures gratuitement et qui rêvait que tout le monde puisse porter des chaussures. Vous parlez de ce menuisier, et alors dans l'un comme dans l'autre, il y a un travail artisanal, un travail, il y a de l'art, comme on travaille les livres. Alors vous, est-ce que vous retravaillez beaucoup vos livres? Est-ce que vous les avez dans votre tête et puis vous les écrivez? D'abord, j'écris à la main, avec l'encre. Quelque part, j'ai su que l'encre et le sang sont pleins d'éléments chimiques qui disent fer. Et souvent, c'est une espèce de substitution. Au lieu d'écrire avec le sang, on écrit avec l'encre. C'est une substitution comme dans l'histoire du corps de Christ, non? Oui. Il y a le vin qui substitue le sang et le pain qui substitue le corps.
Et c'est comme ça, c'est une incarnation de la... On écrit avec de l'encre pour épargner le sang. Et donc j'écris à la main. Et ce que je fais avec l'écriture n'a rien à voir avec le verbe travailler. Je ne peux pas employer ce verbe pour moi. Parce que j'ai fait le métier d'ouvrier pour 20 ans. Et ça, c'était le travail. C'était un travail qui m'a vidé de toutes les énergies que j'avais. Et donc l'écriture était ce petit morceau de la journée qui était mis à contrepoids, qui me justifiait un peu de tout ce gaspillage de force vendue par salaire. Donc c'était un acte aussi de résistance contre le gaspillage. J'avais ce sentiment d'être en temps de bonheur dans la journée vendue. Et donc il a toujours été resté comme ça. J'écris parce que je suis heureux quand je le fais. Je ne suis pas un employé de mon écriture. J'écris quand j'en ai envie. Je n'ai pas des horaires et je n'ai pas de table. J'écris toujours sur mes genoux, qui sont très pratiques, parce qu'au bon moment, ils décident qu'ils se sont fatigués de rester pliés pour faire de soutien à l'égard au cahier. Et donc les genoux commencent à dire on va, on bouge un peu, on marche, comme ça. Et donc c'est très pratique parce que mes genoux me disent quand je dois terminer. Je continue à faire ça et je le ferai même si sans la destination libraire. Parce que c'était ce que je faisais avant et je pourrais continuer à faire aussi après. Et aussi je pense que je pourrais toujours revenir à faire le métier ouvrier si le cas, le nécessite. Oui. Et d'ailleurs, vous avez, par rapport à toute une génération, bon, puisqu'on est à peu près de la même génération, vous avez quand même fait une ligne de vie très particulière, parce que vous êtes allé à Rome, vous avez lutté, et vous êtes rentré pour travailler comme ouvrier à la Fiat, vous avez travaillé comme maçon, oui, en France, et vous êtes loin de tous les bobos de mai 68 qui, en réalité, après avoir fait la Révolution, ont repris leurs études et ont donc profité, je dirais même avec frénésie, de la société de consommation. Vous, votre vie a été de traduire les Écritures, de se lever à 4h30 du matin, d'ensuite aller travailler dur comme maçon. C'est un choix? Non, on ne peut pas faire ce diable de métier par choix. On ne fait que par nécessité. Je n'ai pas connu un seul de mes camarades qui voulait faire ce métier par choix, qui faisait ce métier par choix ou qui souhaitait de le transmettre au fils. Donc c'était un métier fait par nécessité. Et je l'ai fait pour ça, et je vais continuer à faire pour ça. Et c'est un métier qui m'a appris une discipline physique, une sérieuxité aussi, une sévérité que je n'avais pas quand j'étais plus jeune. Et donc je suis gré à ce métier. Mais je n'ai pas fait rien de singulier, j'ai fait une chose très répandue et très commune, celle du métier ouvrier. C'était quand je le faisais, c'était un métier très dévalorisé, enfin d'une certaine façon. Et nous étions nombreux, et oui, c'était exactement le monde que je connaissais quand je fais avant. Donc c'était ma destination naturelle, celle de ce métier. Et en plus, je n'ai pas fait des études. J'ai terminé avec le baccalauréat et je suis parti tout de suite et je n'ai jamais fait de l'université. Je me suis trouvé dans une génération d'insurgés et j'ai adhéré à cette génération jusqu'à la fin.
Et peut-être les difficultés de ce métier ont entraîné aussi chez vous un grand amour pour l'alpinisme. L'alpinisme, c'est l'activité physique la plus juste pour mon châssis. C'est le sport que m'a mieux réussi de faire et de pratiquer. Donc finalement, je l'ai trouvé autour des 30 ans et je ne l'ai pas quitté. Je grimpe encore. Jusqu'à que la montagne me le permet. Quand je me jetterai en bas, ce sera terminé. Mais il y avait un alpiniste que j'admire beaucoup, qui s'appelle Paul Preuss, qui dit « Le moment où tu tombes, tu passeras le reste de ta vie à tomber. » Oui, mais enfin, c'est donc une activité, un sport particulièrement où on est seul, face à la paroi, où on a beaucoup d'efforts, oui, et de volonté. Et d'ailleurs, je crois que c'est dans Première Heure ou un autre de vos livres, vous évoquez, ça c'est ça qui est aussi admirable chez vous, vous évoquez les difficultés de monter, oui, la montée, et jamais vous n'accepteriez de descendre, par exemple, en état plane, parce que dans la difficulté, il faut aussi redescendre. Vous voyez, je vous retrouve dans ce côté d'exigence envers vous-même. On ne prend pas l'ascenseur pour aller en montagne. Non, c'est une activité insensée, c'est une activité ridicule. De se mettre face à une paroi à une distance du nez de quelques centimètres, face à une paroi et monter. C'est une activité ridicule qui est compensée seulement du fait qu'arriver au sommet, on descend. La descente est l'acte plus raisonnable qui égalise avec la stupidité de la montée. Bon, c'est un acte complètement inutile. Oui, mais ça me plaît que ce soit inutile. Oui, non, mais d'ailleurs, vous le faites, même s'il est dangereux. Et je dirais, puisqu'on parle de montée, vous avez écrit un très joli livre qui s'appelle « Au nom de ma mère ». De la mer. De la mer, pardon, je dis toujours ça. Et c'est important que ce soit un article défini. De la mer, parce que vous parlez... De la jeune fille Myriam, celle qui a environ 14 ans se trouve à être apportée à gérer une situation très délicate, la plus délicate possible, celle de devoir accoucher un bébé hors du lien avec son fiancé. Et la partie meilleure, c'est que le fiancé accepte. Parce qu'elle accepte, parce qu'elle est héroïque et prête à se jeter dans le feu le moment où elle reçoit cette visite, cette annonciation. Mais son compagnon est digne d'elle, parce que lui, il soutient l'aventure, l'entreprise acceptée à l'aveugle par cette jeune fille. Elle accepte d'épouser cette jeune fille telle qu'elle. Elle accepte de mettre son nom à le bébé qui vient de naître. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est dans la dynastie de David, dans la dynastie du Messie, parce que Joseph est complètement de droit dans cette dynastie. C'est lui qui écrit, qui ajoute le nom de Jésus à sa descendance. C'était un acte illégal. Ce n'était pas son fils, mais il l'écrit dans sa généalogie. Joseph, on le trouve dans les peintures, dans les tableaux, on le retrouve en espèce de grand-père de Myriam. Mais c'est curieux de savoir qu'aucun des évangiles dit que Joseph est vieux. Alors, s'il n'est pas dit qu'il est vieux, il est jeune. Non? Parce que s'il était vieux, on l'aurait dit, mais qu'il était un vieux. Mais le fait qu'on ne le dit pas, ça veut dire qu'il est jeune. C'était évident qu'il est jeune. Jeune et très pris par très innamorato.
amoureux. Amoureux de Et cette femme. avec beaucoup de fille. confiance, de respect par rapport à ce qu'elle lui dit. Il l'accepte entièrement. Il comprend qu'il se passe quelque chose. Alors Yosef demande à Myriam, Myriam, tu sais ce qu'est la grâce? Non, pas précisément, répondis-je. Il ne s'agit pas d'une allure séduisante, ni de la belle démarche de certaines de nos femmes bien imbues. C'est la force surhumaine d'affronter le monde seul, sans effort, de le défier en duel tout entier, sans même se décoiffer. Elle n'est pas féminine, c'est un talent de prophète. C'est un don et toi tu l'as reçu, qui le possède et affranchi de toute crainte. Je l'ai vu sur toi le soir de la rencontre et depuis lors tu l'as sur toi, tu es pleine de grâce. Autour de toi il y a une barrière de grâce, une forteresse. Toi tu la répands, Myriam, même sur moi. Très joli. C'est très joli. Alors, pour conclure, oui. Oh, j'avais... Quelques questions. Voilà, bien sûr. Curiosité, quoi, un peu. Alors, Vous avez écrit tout mignon. J'ai écrit tout oui. bien. J'aimais ces personnages et je vous demande sur ce livre. Nicolas. Tout mignon. Tout bien aussi. Nicolas, mais le personnage. Nicolas Je et me- aussi je me Kaya. rappelle. Oui, oui. Ah, c'est Kaya. Oui. Bon, Kaya, c'était un peu une personne vivante que j'ai connue sur l'île d'Ischia, avec cette histoire de rencontre, comme ça. Kaya, maintenant, elle est morte, elle est plus vivante. Mais on a pu se rencontrer après, Oui. grâce à cette femme qui est à côté de vous. Elle est une amie elle était une amie de Kaya. C'est elle qui l'avait invité sur l'île, à Ischia. Bonjour. Comment vous êtes arrivé à l'apprentissage de l'hébreu et toute cette approche? L'ancien hébreu c'est la langue de l'Ancien Testament, c'est la langue de fondation du monothéisme. Et donc j'avais une petite curiosité de lecteur environ cette langue. J'ai commencé à acheter des grammaires pour essayer de me débrouiller tout seul. Et j'ai trouvé une histoire qui me fascinait parce que c'était une histoire qui regarde l'emploi de la parole. Cette histoire du monothéisme, c'est une histoire où cette divinité décide de se manifester avec cet outil de la parole, du mot. Le verbe plus accroché au nom de la divinité dans l'Ancien Testament est le verbe dire. La divinité dit. Ça, c'est sa manifestation physique plus fréquente. Alors, c'est une manifestation physique qui produit des conséquences. Cette divinité parle et dit pour faire la création. Les 6 jours de la création sont anticipés par le verbe dire de la divinité. Chaque jour de la création, d'abord commence avec et il dit. Alors, c'est une parole qui fait avenir les choses, qui fait produire des événements, qui, comme on dit dans un commentaire talmudique, tant qu'elle est dans ta bouche, tu es le patron de la parole, mais quand elle sort de ta bouche, tu es le serf de ta parole. Donc il y a ce point sommet de la parole qui se trouve dans ce livre, dans cette histoire. C'est une parole qui est responsable de ce qu'il dit. Quand Isaïe se fâche contre la divinité, il l'appelle notre Père. Ça veut dire, c'est pas vocatif comme dans l'évangile, mais c'est notre Père, toi tu es responsable de ce que nous sommes. C'est toi qui nous as fait comme ça.
C'est toi qui est notre racheteur. Racheteur, ça veut dire c'était c'est une figure de la loi biblique. Le racheteur, c'est le plus proche d'une personne qui se trouve en prison ou réduit en état d'esclavage. Donc le parent plus proche doit intervenir pour racheter la personne. Et donc il dit de la divinité que lui est aussi responsable. Il est le racheteur de la personne humaine. Et donc qu'il est tenu à intervenir sur la personne humaine. Donc c'est une histoire où la parole a rejoint la plus haute efficacité de son interhistoire d'application. C'est un sommet de la parole. C'est pour ça que moi, que je suis un employé de la parole, je trouve dans cette histoire une altitude. C'est comme faire un tour en Himalaya pour moi. Tous les matins quand je ouvre les lignes. Pardon. Aujourd'hui, dans quelle langue tu écris et pourquoi? Je n'ai pas entendu. Dans quelle langue tu écris et pourquoi? Et dans quelle langue j'écris? En italien. Si, en italien. Et pourquoi? Parce que mon italien, c'est une langue que j'ai aimée, parce que c'était la langue de mon père. À Naples, on parlait que le napolitain. Et je parle le napolitain avec les napolitains seulement. Mais mon père prétendait de nous apprendre l'italien sans accent. C'était cette deuxième langue qui était la langue de mon père, qui on parlait à voix basse avec lui à la table. C'était une langue convenable, qui ne criait jamais, qui ne perjurait jamais, c'était une langue très, très gentille, qui était même arrivée jusqu'à être gentille, au silence, parce qu'elle était muette dans les livres. Donc c'était une langue qui me plaisait par contrepoids du napolitain. On pouvait écrire, on pouvait agir en napolitain, mais réduire l'action, ramener les choses apprises en italien. C'était le deuxième temps de l'expérience, l'italien. Et ça c'est commencé comme ça, et j'ai gardé une affection à l'italien. J'ai le sentiment que l'italien c'est ma patrie. Ma patrie est dans un vocabulaire. C'est pas dans un lieu. Je ne suis pas patriotique parce qu'il y a une équipe de football ou parce qu'il y a la fanfare nationale ou il y a l'étendard qui bouge. Je suis patriotique parce que par raison de vocabulaire. Et donc je sais que c'est une force pour moi, être résident dans un vocabulaire. Parce que ça veut dire que je ne peux pas être expulsé. L'exil ne me ferait rien. Parce que je suis résident dans une langue. Et de cette langue, on ne peut pas m'exiler. Et de cette langue dont de temps en temps vous écrivez dans vos livres et ensuite c'est traduit, parce que ça sort comme ça. Vous avez vu que certains de vos livres ont des passages, quelques phrases, etc. dans la langue. Je vous montrerai. Henry, c'est juste une question. C'est la première fois que vous venez à Buenos Aires? Si, la première fois. Et en Argentine? Aussi la première fois? En Argentine, je suis passé il y a 7 ans. D'accord. Je suis passé par Cordoba, Tucumán. D'accord. Et 3 chevaux, pourquoi 3 chevaux? Vous parlez là un peu de la dictature en Argentine. Et pourquoi le nom des 3 chevaux?
Qu'est-ce que ça veut Les dire titres, trois chevaux? oui. La vie Parce que- d'un homme. Ah bon, ça Trois c'est chevaux. une comptine que j'ai trouvée dans un petit village d'Italie. Il dit que la vie d'un homme est longue comme la vie de 3 chevaux. Et il dit que la vie d'un chien est longue comme la vie de 3 buissons. Et la vie d'un cheval est longue comme la vie de 3 chiens. Et la vie d'un homme est longue comme la vie de 3 chevaux. Donc on peut compartir, partager en 3 morceaux la vie d'une personne. Et ça, chacun peut dire sur quel cheval se trouve. Et donc 3 chevaux, ça veut dire tout simplement la durée de la vie d'un homme, d'une personne. Je suis dans mon 3e cheval. Après l'amour de Mais Leila. il faut savoir où sont morts les autres 2. Et voilà, c'est ça. Je sais où sont morts les autres Oui. 2 chevaux. Votre, Bienvenido a Buenos Aires. Gracias. Et merci beaucoup. Muchas gracias.